Ils n'ont pas peur de défendre leurs idées, de challenger celles des autres et surtout de faire réfléchir. Rémi Villemure et Karim Abrik. En 2025, Luc Berthold, qui est un député du Parti conservateur du Canada, il a perdu son fils, David, qui était âgé de 28 ans. David s'est enlevé la vie alors que tout s'effondrait à peu près autour de lui, problèmes financiers, criminalité, consommation. Et là, un an plus tard, son père, Luc Berthold, questionne le système de justice et se demande si on punit pas davantage les adolescents plutôt qu'on ne les aide. On va en parler avec lui. Luc Berthold, député fédéral conservateur de la circonscription de Mégantic, l'Érable-Binière. Bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Villeneuve. Villemure, voyons. Oui, vous avez fréquenté mon père, vous, à la Chambre des communes. Vous pouvez pas faire cette erreur-là. Tout à fait. Je veux qu'on parle de David pour commencer, qu'on comprenne ce qui lui est arrivé. Il venait d'une bonne famille. Des fois, on se dit, les élèves, puis les enfants, puis les jeunes adultes à qui arrive l'innommable, ils viennent d'environnements pauvres, violents. C'était pas le cas là, de David. Non, je crois pas. Je pense que j'ai 2 autres filles qui vont très bien aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui peuvent survenir dans la vie d'un jeune, les relations, des problèmes de santé mentale qu'on ignore, des problèmes sociaux, des peines cachées. C'est difficile à dire, mais on s'est posé cette question-là souvent. Est-ce qu'on a fait assez? Est-ce qu'on aurait pu en faire plus? Puis quand on regarde nos 2 autres filles, on se dit non, on a quand même été pas si pire. David a commencé à consommer très jeune de l'alcool avec ses amis. Ça a été par la suite le cannabis, par la suite toutes sortes d'autres drogues probablement chimiques. Je suis pas au courant de tout ce qu'il a pris jusqu'au jour où il est entré dans l'infernal de la consommation, c'est-à-dire que pour payer ce qu'il doit consommer, il faut qu'il soit capable d'avoir assez d'argent. Malheureusement, ça coûte de plus en plus cher, plus tu avances, t'en veux plus. Donc, il a commencé à faire du trafic, à en vendre autour de lui. Il s'est fait arrêter. Et c'est là qu'a été le premier coup de pelle, première tape sur les doigts, mais une vraie cette fois-là. Arrêté, passer une nuit dans une cellule, dans un poste de police, comparaître en cours, menottes au poignet. Je vous dis que c'est quelque chose à voir quand on est un parent, de voir son enfant dans cette situation-là. Puis il s'est repris en main, il a vécu, il s'est fait une nouvelle petite amie, il a eu 2 beaux enfants. Jusqu'au jour où une rencontre quelconque, là, il a retombé dans la consommation une fois de temps en temps, mais une fois qu'il a replongé, il a pas été capable d'arrêter, puis il a retourné au crack, cette substance absolument néfaste et enfin, bref, c'est ce qui est arrivé jusqu'au jour où il nous a appelé à la maison pour nous dire qu'il avait dépassé sa paye pour payer sa consommation, puis il n'y avait plus d'argent pour mettre de la nourriture sur la table pour les enfants. Puis là, vous êtes retrouvé, M. Berthold, devant un choix difficile parce que quand notre enfant nous appelle pour nous dire que il y a pas de nourriture dans le frigo parce qu'on n'a plus d'argent, on est tenté de l'aider, mais de l'aider en lui envoyant de l'argent alors que la personne en question est addicte au crack, c'est pas se garantir que l'argent va remplir le frigo. Je veux vous êtes allé un peu vite, puis c'est normal. C'est pour ça qu'on n'a pas envoyé d'argent, juste pour vous dire, on était, moi et mon épouse, qui m'appuie dans ce projet-là d'ailleurs, on était en direction d'Ottawa. On a reviré pour aller faire une épicerie, pas pour envoyer de l'argent. Là, c'était évident que notre préoccupation première, c'était que les enfants mangent bien, de voir est-ce qu'ils allaient bien. Puis après ça, c'est allé très, très, très vite. Là, jusqu'à son décès, il est survenu beaucoup, beaucoup d'événements qui ont fait en sorte que on a tous perdu le fil à un moment donné. Il y a l'alcool avant le crack, là. Tu sais, des fois, on a 14-15 ans, on vire une brosse, on est des jeunes garçons, puis on a l'impression que c'est juste une étape de notre enfance. Mais vous, à votre enfant, à 13 ans, il est arrivé, on va rétablir la connexion avec Luc Berthold, mais à 13 ans, il est arrivé un soir un peu éméché, puis ils se sont dit « Oh boy, ok, d'accord, c'est un peu jeune pour virer sa première brosse, alors qu'on les attend généralement, les garçons, plus vers l'âge de 16-17 ans dans ces eaux-là. » Il nous a dit, Luc Berthold, il a confié à des journalistes là, que ça lui avait donné le signe que ça allait mal virer. Toi, c'est quand ta première brosse? Autour de 15 ans, je pourrais te dire. Puis c'est ça, toujours un mal de tête, viré un petit peu fou. Toi, de ton côté, est-ce que... Moi, je pense que j'ai viré ça plus jeune que ça. 13-14 ans. Puis d'après moi, si mes parents l'ont su, ils ont dû s'en inquiéter parce que c'est pas un âge normal pour on fait pas ça à 13 ans, à 13-14 ans, on est censé être en train de jouer dans la rue, encore jouer au hockey avec ses amis. On passe encore l'Halloween à 13 ans là. As-tu eu des amis qui ont dérapé un peu comme son fils qui nous mentionnait?
Écoute, on a, j'ai eu des amis, moi, qui étaient les plus populaires à l'école. Les plus populaires à l'école, ils étaient ils étaient en secondaire 1, ils sortaient avec des secondaires 5, puis après j'ai appris que ça avait mal viré. On dirait que l'école secondaire, c'est pas tellement le reflet de ce que ta vie va être. Honnêtement, il y en a pour qui c'est le fait saillant de leur vie, l'école secondaire. On a rétabli la connexion avec Luc Berthold, député fédéral conservateur de la circonscription de Mégantic, l'Érable-Binière. Monsieur Berthold, on parle de votre fils, David, qui est décédé il y a près d'un an dans des circonstances dramatiques. Il était accro au crack, il avait des problèmes financiers. Un an plus tard, puis on va en parler, vous voulez aider les prochains jeunes à s'en sortir. On parlait en fait, Olivier Guillet et moi, qui était avec moi en studio, du fait qu'à 13 ans, votre enfant, il a viré sa première brosse. On disait, c'est un peu jeune, 13 ans. Tu sais, les garçons... on va pas se compter des menteries, ils attendent pas 20-21 ans pour faire ça, mais 13 ans, je pense qu'à ce moment-là, vous avez eu le signe que ça allait être peut-être un peu plus compliqué avec lui qu'avec les deux autres enfants. Bon, alors la connexion est pas rétablie. On vous entend là. On vous attend. Vous m'entendez? Oui, okay. Très bien. Bon, parfait. Ça nous a fait peur, M. Villemur, c'est sûr. C'était un état et on a questionné beaucoup. On pense qu'on a géré ça pour un bout. Il n'y en a pas eu d'autres brosses avant un certain bout, mais c'est sûr qu'on a questionné les parents de où il était. On a posé beaucoup de questions. On a essayé d'avoir des réponses à ce moment-là, mais encore une fois, c'est un premier signe. Mais malheureusement, dans ce cas-là, t'appelles pas, tu dis OK, ça y est arrivé, mais on va souhaiter que ça arrive pas. Puis effectivement, ça a pris du temps. Puis les autres fois, il a été plus prudent, moins visible. Je pense que il s'est vanté souvent d'avoir été capable de sortir de la maison sans qu'on s'en rende compte, puis de revenir avant qu'on s'en rende compte. Ça, moi, j'ai pas eu connaissance de ça. C'est lui qui nous l'a raconté des années plus tard. Mais ça a commencé là. Puis par la suite, à l'école, moins de surveillance sur l'heure du midi. On connaissait pas les gens avec qui il était. On savait pas ce qu'ils faisaient sur l'heure du midi. Il participait pas beaucoup aux activités parascolaires, mais il avait de très bonnes notes. Donc, pour nous, ça allait bien. À l'école, ça allait bien. Quand on rencontrait les professeurs, on nous disait que ça allait bien aussi. Donc, pas de signaux autres que c'est pas normal. Donc, on a malheureusement on a regardé ça, puis on a dit OK, c'est comme les autres jeunes, ça va passer parce qu'il était pas seul. Puis, mais malheureusement pour lui, ça a pas passé. Au contraire, il a pris une pente différente. Pour comprendre ce que vous voulez faire là, avec le projet de loi C-231, j'aimerais ça qu'on comprenne quels sont à quoi ressemble le système lorsque vient le temps d'aider les adolescents qui sont dans cette situation-là? Vous l'avez dit, il s'est fait passer les menottes très jeune, ça l'a marqué lui, ça vous a marqué vous. À quoi ça ressemble l'aide qui est disponible pour les jeunes qui sont dans la même situation que l'était votre fils David aujourd'hui là? Quand il s'est fait arrêter, il était majeur. Donc c'est pour ça que c'est pas par rapport aux jeunes, c'est Donc, on a encore perdu la connexion. Luc Berthold, il veut faire un copier-coller. Donc, il veut prendre la loi pour les adultes et faire un copier-coller sur les adolescents. C'est ce que je vais lui demander de m'expliquer parce qu'apparemment, pour les adolescents, c'est plus sévère d'une certaine façon. On a bizarrement moins d'indulgence. On donne beaucoup de chance au Canada aux criminels qui sont des adultes, alors qu'on va plus sévère avec les jeunes adolescents. On leur donne moins de chance, non pas de se réhabiliter parce qu'on peut pas envoyer un jeune en prison, mais on passe rapidement au système coercitif. On oublie qu'il y a d'autres façons de les aider, ces jeunes-là. Écoute, j'ai hâte d'entendre, là, mais de ton côté, c'est ça que je te demandais tout à l'heure, est-ce que tu as vécu, tu sais, quelqu'un qui est tombé là, vraiment au bas fond, là, je parle pas nécessairement en termes de consommation, mais peut-être d'activité criminelle qui est rentré justement dans le système. As-tu connu ça autour de toi? Luc Berthold était... écoute, moi, je vais te répondre à ta question. On peut y revenir. Là, mais... Non, mais je vais y répondre. Moi, j'ai quand même grandi dans un bon environnement. Là. Je vais pas te compter de menterie. Je sais que des amis d'amis avaient mal viré, mais je les ai pas côtoyés, ces gens-là. J'ai un ami qui a choisi une voie qui lui appartient. Des fois, c'est bizarre. Hein? Tu viens du même quartier, puis il y a des gens qui ont les mêmes chances que toi, puis ils prennent un autre chemin. J'essaie de pas te porter de jugement, mais des gens qui sont tombés comme ça dans la criminalité comme ça, en mourir, parce que tu peux être un vendeur puis ne pas en mourir, mais David, dont le père est Luc Berthold, et qu'on retrouve... Luc Berthold, vous êtes là?
Oui, je suis au téléphone. Bon, là, essayez de trouver le bon coin là pour vous mettre dans le bon coin. Là, c'est compliqué aujourd'hui. Là. Oui, je sais. En tout cas, on en reparlera. Bougez plus, c'est un ordre. C'est un ordre. Vous étiez en train de nous expliquer à quoi ça ressemblait le système. Vous avez dit qu'il s'est fait arrêter pour la première fois, il était majeur. Mais quand il était adolescent, il y avait déjà des signes. Ça allait pas bien pour lui. À quoi ça ressemblait le système pour l'aider lui? Ben écoutez, pour l'aider lui, comme tel, c'est ça le gros problème. C'est que quand il était jeune, à partir de 14 ans, on n'a pas le droit d'échanger avec les gens qui interviennent pour lui, soit le travailleur social à l'école ou des choses comme ça. Donc, c'est là le problème, c'est que l'école, on a des appels uniquement quand ils ont décidé de fouiller sa case ou quand ils ont décidé de le référer à quelqu'un pour le traiter. Mais si le jeune ne donne pas sa permission pour que la personne qui soigne nous parle, ben on est mis à part. Puis à ce moment-là, ben tout ce qu'il cherche, c'est à essayer d'arrêter la consommation pour les gens plutôt que d'aider le jeune à pouvoir se faire soigner. C'est ça le problème actuellement. Moi, ce que je dis, c'est que si on avait tout de suite transmis le dossier à la justice, les policiers, les juges, les procureurs auraient pu dire, écoutez, on va faire la paperasse qu'il faut, on l'arrête, puis devant un juge, le juge va pouvoir lui dire, écoute, tu as un choix, mon petit garçon, soit tu vas te faire traiter, tu vas te faire soigner, tu vas avoir un traitement pour soit la maladie mentale qui t'a conduit à la consommation, soit ta consommation, soit le problème social, ou soit on te donne ta peine et tu choisis tout de suite la voie la plus dure. C'est ça qu'est le projet de loi et c'est ça que j'aurais aimé que le système de justice fasse. Plutôt que juste essayer tout le temps de l'aider, puis de dire, bon, ben, va-t'en chez vous, mon petit gars, il n'y a rien de mal à faire ce que tu as fait. C'est le contraire, il dit, c'est donc bien facile, je vais continuer. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'il entre dans le système. Oui, puis tu sais, ce système-là que vous voulez changer, il est fait de même pour... C'est ça qui est le plus cruel, c'est que des fois, c'est pour les bonnes raisons. On pense que c'est qu'en donnant du lousse qu'on va donner une chance à ces jeunes-là de s'en sortir. Donc, c'est des bonnes intentions, mais en réalité, il faudrait les encadrer davantage. Ben oui, puis c'est la première fois qu'il s'est fait arrêter, justement, qu'il a pris conscience puis a accepté de commencer à recevoir des traitements. Ça a été un moment marquant. Mais encore une fois, David il était fort, vous savez, c'est quelqu'un de curieux, puis il s'est dit, ben je vais m'en sortir tout seul, mais il n'a jamais voulu arrêter la consommation de cannabis, puis là, ben j'avais plus rien à faire, c'était légal. C'est que, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme l'alcool, hein, à un moment donné, quand les jeunes rendus à 25 ans, c'est plus difficile, puis les parents disent, ben tu fumeras pas de cannabis, c'est dangereux pour ta santé, puis tout ça, mais il a toujours continué, puis un jour, ben dans une rencontre fortuite, comme j'ai mentionné, il a retouché à la cocaïne, puis le crack rapidement, puis après ça, ça a été la descente aux enfers. Vous m'avez intrigué tantôt. On parle assez rarement du crack, là, c'est pas un sujet très radiophonique. Vous avez, quand vous en parliez tantôt, on vous avait là à la caméra, j'ai vu vos yeux se transformer. Là, c'est pas du tout le même genre de drogue que le pot. Là, c'est un autre game. Là. Oui, c'est un autre game complètement. C'est très addictif et c'est ce qui a conduit mon fils à me dire pas longtemps avant sa décision de commettre son suicide. Papa, je vois pas comment je vais pouvoir passer ma vie sobre. Je ne vois pas comment je vais pouvoir arrêter. Il était désespéré à ce point-là. Et il y aura peut-être pour une autre histoire, pour une autre un peu plus tard, là, mais tout ce qu'on a fait à ce moment-là pour qu'il puisse se faire soigner, traiter, ça a été une période difficile. Malheureusement, le système n'a pas été capable de répondre. Ça doit être terrible de se faire dire par son enfant, papa, je pourrai jamais m'en sortir. C'est effectivement un moment qui va rester gravé dans mes mémoires pour longtemps. Est-ce que c'est bien accueilli au Parti conservateur, votre volonté d'aller de l'avant avec ce projet de loi-là? Je sais que vous allez me répondre oui, là, mais c'est parce que généralement, les conservateurs sont vraiment pour des peines très sévères. Ils ont même la réputation d'être pas mal insensibles à la question de la réhabilitation, puis surtout de sauver les jeunes. En fait, si un jeune est criminel, des fois, à les écouter, on les enverrait déjà en prison, là. Ben, écoutez, puis je suis aussi de cet avis-là encore. Si vous voyez, mon projet de loi, c'est de dire aux jeunes, écoutez, dire aux policiers, intervenez plutôt que de laisser aller. Parce que là, on va pouvoir donner une chance. Lors de la dernière campagne électorale, on était probablement le seul parti à faire la promotion des traitements. Vous
savez, pour tous les endroits où les gens peuvent recevoir de la drogue gratuitement, des centres de piqûres, d'injections sécuritaires, on peut pas faire de prévention puis d'amener les gens qui vont là à se faire traiter, alors que nous, c'est ce qu'on dit. On peut pas faire ça sans proposer des programmes de traitement, mais dans le programme, l'idéologie libérale, c'était de dire non, on peut pas intervenir, on veut que les gens viennent sans pression ni rien. Donc, au contraire, puis tous ces trafiquants-là de drogue qui ont rendu possible le fait que mon fils a pu avoir accès à cette drogue-là à un si jeune âge, je veux les voir derrière les barreaux, mais ces gens-là, j'aurais aimé ça aussi, être capable de les traiter puis de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas ce genre de criminels-là quand ils étaient plus jeunes. Donc, c'est logique. On parle de traitement, c'est ce qu'on veut, mais malheureusement, le problème qu'on a, c'est que le système de justice n'est pas capable d'intervenir assez tôt. C'était possible pour les adultes de le faire, pour un juge de reporter la sentence après le traitement, mais pas pour les jeunes. Puis j'espère que ça va faire un grand changement. Monsieur Berthold, avant qu'on se laisse, j'ai une question un peu difficile à vous poser. Moi, j'ai pas d'enfant, mais des fois, je sais pas si je suis con ou naïf, mais des fois, je me dis que perdre un enfant à 1 an, c'est pas comme le perdre à 28 ans, quand on a passé 28 ans avec, quand on a eu l'occasion de passer des décennies avec cet enfant-là. Comment on se remet de ça? Ça fait à peine 1 an, là. Je vous dirais que les petits-enfants, le support de mon épouse fait en sorte qu'on vit un jour à la fois. Il y a des moments plus difficiles que d'autres, je le cacherai pas. Il y a des jours comme là aujourd'hui, là, je fais beaucoup d'entrevues, je ressors ça tout le temps, c'est pas facile. Je pense pas qu'on se remet jamais de la perte d'un enfant, quel que soit l'âge, qu'il ait 28 ou 33 ans. J'ai eu beaucoup de témoignages aussi depuis ce matin de gens qui ont perdu de leurs enfants à 33, 40, 18, 16. Puis c'est pas quelque chose dont on se remet, mais c'est quelque chose dont les gens ont besoin de parler. Puis je pense que ce qu'on fait aujourd'hui, ça va permettre peut-être un peu à ces gens-là de libérer leurs paroles puis d'être capable de témoigner un peu de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Puis peut-être que tout ensemble, on va être capable de faire quelque chose pour aider plus de jeunes. Merci beaucoup, Luc Berthold, d'être venu nous parler. C'était très courageux de votre part. Merci, M. Villemur, et bonne journée. Au revoir. Et désolé pour les petits problèmes techniques. C'est bien correct, vous êtes pardonné. Bye bye.